Guerre en Ukraine, Poutine n'exclut pas de frapper les pays dont les armes sont utilisées par Kiev en Russie. Poutine se fâche, modifie sa doctrine nucléaire et se dit prêt à tous les scénarios dans le conflit avec l'Occident. Aux attaques MS et autres Storm Shadows, le maître du Kremlin réplique avec un nouveau missile balistique à moyenne portée, l'Oreshnik. Il y aura toujours une réponse de la part de la Russie. Ce conflit a maintenant pris un caractère mondial, vole en éclats la thèse d'un conflit de type régional. Nous voici tous avertis. Nous allons décrypter tout de suite avec nos experts les risques d'escalade en cours. Éric Denessé, directeur du CF2R, spécialiste du renseignement, le géopolitologue Laurent-Arthur Duplessis et le colonel Alain Corvez. Vous êtes sur Géopolitique Profonde et l'on se retrouve tout de suite après cela. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Bonjour, chers internautes, ou plutôt bonsoir. Vous êtes sur Géopolitique Profonde et une émission, une de plus, de géopolitique pour étudier la situation en cours et le risque d'escalade sera entièrement le sujet principal de cette émission. Je vous rappelle, voilà, le magazine, la revue de Géopolitique Profonde. Nous en sommes à la 18e, celle du mois de novembre. Je ne saurais trop vous encourager à venir nous rejoindre. Une semaine d'ailleurs de gratuité, que ce soit sa version papier comme sa version numérique. Les produits dérivés de Géopolitique Profonde, les mugs, devrais-je dire, les bonnets, les casquettes et autres suites à capuche. N'hésitez pas à venir y faire vos achats. Vos emplettes, Noël approche. Je me tourne tout de suite vers mon compère, qui de nombreuses émissions de plateau sur la géopolitique se font sur le soir du vendredi. Ça tombe bien, ça permet de clore la semaine. J'ai envie de dire, Laurent-Arthur Duplessis, au cœur de la Troisième Guerre mondiale, c'est votre dernier ouvrage. Ça fait un moment que vous en parlez. Votre pessimisme légendaire, malheureusement, je trouve, eh bien, nous nous rapprochons de plus en plus de ce que vous avez décrit depuis quelques années déjà, de nombreuses années, et puis alors depuis le conflit, le début de l'opération spéciale, en février 2022, de ce que vous avez pu écrire. Ça m'a l'air de commencer à franchement être un véritable souci. Oui, l'ambiance s'alourdit quand même de plus en plus, et il est tout à fait fascinant de voir comment le président Biden, une fois terminée la campagne électorale et donc débarrassé des enjeux de cette campagne, donc des contraintes qu'elle faisait peser en ce qui concerne les décisions sur la permission de tirer dans la profondeur du territoire russe, une fois débarrassé de cette contrainte, il a furtivement, dans une conférence de presse au Brésil, lâché qu'il autorisait ces tirs dans la profondeur. Il s'est enfui devant les journalistes qui voulaient le questionner. On sentait la gêne, mais enfin, il a donc donné cette autorisation, ce qui était, là, pour le coup, une escalade très, très, très marquée. Et de là ont découlé tous les enchaînements qui ont suivi. Il est certain que Moscou a été ulcéré
par cette autorisation qui a aussitôt donné des résultats pratiques importants. Il y a des ATACMS qui ont détruit un important dépôt de carburant et de munitions en Russie, et ce qui a fait un premier dommage logistique considérable tout de même. C'était dans la région de Briansk, quelque chose à Briansk, dans la région de Briansk, un peu en dehors de la zone de la poche de Koursk, en fait, hein, tout près de la frontière avec la Biélorussie. Justement aussi parce que c'était un objectif beaucoup moins défendu que s'il avait été dans la poche de Koursk, etc. Donc, les attaques AMM pouvaient d'autant mieux atteindre leur cible que la cible était moins protégée. Et puis ensuite, un second objectif qui était un centre important de commandement où, semble-t-il, il y avait des officiers supérieurs russes et coréens du Nord. Vous êtes sûr de cette information? Alors, elle n'est pas encore totalement certifiée, mais elle se précise tout de même. Parce que certains prétendent que les Coréens du Nord, dans cette région de Koursk, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un fake news. Hein. Alors, on demandera... On va demander à Éric Denessé, qui est un grand spécialiste du renseignement, de nous éclairer à ce sujet-là. En tout cas, c'est un centre... Notre ami Régis Le Sommier, par exemple, qui est sur place, explique sur sa chaîne d'info qu'il n'a pas vu le début du nez d'un Coréen du Nord. Hein. Oui. Bon. Oui. Et en tout cas, c'était donc un centre de commandement important. Là, c'était non plus des attaques AMM, mais des Storm Shadow. Voilà. Britannique. Il y a eu une salve qui s'est abattue sur ce centre de commandement. Là aussi, ça a dû faire de sérieux dégâts humains. Hein. Il y a dû avoir pas mal de morts. Et manifestement, il y avait une sorte de blocos souterrain là qui a été attaqué par la salve de Storm Shadow. Et il faut s'attendre, évidemment, à ce que d'autres cibles russes et importantes pour la logistique russe et le commandement russe soient détruites dans les semaines qui viennent. Et nous sommes dans cet espace de temps, dans cet interstice qui sépare la fin de la campagne présidentielle et ses contraintes de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier. Et manifestement, l'État profond américain fait son possible pour aggraver l'atmosphère et pour, en quelque sorte, créer l'irréparable avant l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. En fait... Qu'est-ce que ça serait l'irréparable, Laurent? Eh bien, l'irréparable, ça pourrait être effectivement une escalade qui ferait que les Russes commenceraient à attaquer des convois en Pologne, par exemple, à atteindre des objectifs en dehors de l'Ukraine. On aurait là un phénomène escalatoire, alors là, très dangereux. Et il est certain que plus les esprits s'échauffent, plus ça va être difficile pour Trump de poser les bases de la négociation d'une manière relativement sereine. Une négociation doit se faire dans un climat qui ne soit pas trop surchauffé. Et manifestement, c'est une peau de banane lâchée par l'État profond sous les pieds de Donald Trump, ça, avant son arrivée à la Maison-Blanche le 20 janvier. Merci Laurent Duplessis. On va tout de suite poser la même question à Éric Denessé. Éric Denessé, donc, qui est directeur du Centre France-Red de recherche sur le renseignement, CF2R. Éric Denessé, est-ce que vous pensez qu'on est dans une phase particulièrement critique liée alors éventuellement à cette période de tous les dangers avant le 20 janvier et la prise de fonction officielle du président aujourd'hui élu, Donald Trump, et en exercice à partir du 20 janvier? Oui, bien sûr, on n'a jamais été dans une situation aussi critique depuis le début du conflit en Ukraine, ce qui ne veut pas nécessairement dire que cette escalade va se concrétiser, parce que les réponses russes, pour l'instant, sont assez fermes. D'abord, je crois qu'il faut revenir sur cette politique américaine. C'est la première fois
aux États-Unis, qu'un président sortant ou battu, parce que certains sont sortis après un deuxième mandat ou ne se représentaient pas et d'autres ont été battus. C'est la première fois qu'un président sortant se livre à ce genre je dirais, de décision, parce que généralement, ils ne prennent aucune décision, ils préparent la transition avec leurs successeurs et ils s'effacent progressivement. Là, on est vraiment confronté à une volonté à la fois de peser sur les affaires du monde, c'est-à-dire de continuer la politique qui a été celle du clan démocrate et des néoconservateurs depuis 4 ans, et puis bien sûr de savonner la planche à Donald Trump et à la politique qu'il souhaite mener avec les responsables politiques qu'il a nommés. Je pense en particulier à Tulsi Gabbard, qui a été nommée la nouvelle tsarine du renseignement à la tête du DNI et qui a eu des propos ces dernières années extrêmement durs sur l'Ukraine, sur Zelensky, d'ailleurs qui reconnaît la provocation américaine qui est à l'origine de ce conflit. Donc ça c'est le premier point. Le second point, c'est que ces néoconservateurs sortants, alors on parle de Biden, mais Biden n'est plus qu'une marionnette, entre guillemets. Il y a très longtemps que nous avons tous des doutes sur sa santé mentale et son acuité physique et intellectuelle, donc je pense qu'on est là plus à un travail qui est fait par Anthony Blinken et Jack Sullivan, donc le département d'État et le Conseil national de sécurité. Le Pentagone est beaucoup plus réservé, évidemment. Voire même opposés à ce qui se passe. Les Américains, bien sûr, les républicains sont hors d'eux. Tucker Carlson a fait un très intéressant interview en disant qu'il considérait qu'il avait affaire aujourd'hui à la fin d'un président et d'une équipe fasciste qui nous poussait vers la guerre. Donc tout ça est très préoccupant. Maintenant, je dois avouer que les Russes ont réagi de manière extrêmement ferme, parce que ce qui est en train de se passer, c'est une violation des règles non écrites qui ont été déterminées entre les deux parties. C'est-à-dire dès le début, malgré la violence des combats, il avait été décidé que les Russes ne frapperaient pas en dehors du territoire ukrainien et du Donbass, et que les Ukrainiens mèneraient effectivement des actions, avec le soutien de la CIA et des Américains, des actions essentiellement pour libérer leur territoire et pour reconquérir le Donbass. Il n'était pas prévu de grandes opérations en territoire russe. Elles se sont malgré tout légèrement développées à travers les attaques de drones et de forces spéciales, ce qui a amené là aussi Moscou à redurcir. Et puis c'est vrai que depuis l'été dernier, il y a eu cette violation des règles avec l'offensive de Koursk. Alors, encore une fois, on ne peut pas le reprocher aux Ukrainiens qui défendent leur propre territoire, mais ça veut dire que les engagements pris par la CIA vis-à-vis notamment par William Burns, qui est le patron de la CIA et l'ancien ambassadeur à Moscou, vis-à-vis des Russes n'ont pas été tenus. Et là, avec la décision de permettre des frappes d'Attack MS et de Storm Shadow, je dirais, un nouveau pas a été franchi. Alors, la réaction russe, elle est intéressante. D'abord, on parle beaucoup de modification de la doctrine. Non, c'est une petite adaptation. À chaque fois, ce sont des petites touches que Poutine apporte, et il les rend publiques pour bien prévenir ses adversaires qu'il a toujours les moyens de réagir à leur montée en puissance par une montée en puissance supérieure. Et encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas avec Poutine, j'observe qu'il ne menace jamais en premier. À chaque fois, il apporte une réponse, souvent d'un degré supérieur, mais à une provocation qui est faite. Et il a rappelé, il faut le dire aussi, que ce missile était capable, pas plus tard qu'aujourd'hui, ce missile Oreschik était capable de frapper n'importe où dans l'Union européenne, et qu'il pouvait atteindre ses cibles sans difficulté, et que les Russes maintenant ne s'interdisent plus du tout à bombarder les ponts sur le Dniepr, en fonction des attaques dont ils ont été victimes. Voilà, ça me semble important. Il y a eu une réunion en urgence aujourd'hui de l'OTAN à la demande de Zelensky, parce que cette riposte, l'attaque sur Dnipro a quand même a beaucoup frappé les esprits. Donc l'ensemble des acteurs occidentaux essaient de trouver une position commune. Les Allemands, une nouvelle fois, ont refusé la livraison de missiles Taurus aux Ukrainiens. Donc il y a quand même des acteurs qui sont assez mesurés. Maintenant, comme vous le disiez à l'instant, on entend beaucoup de choses sur les Nord-Coréens. Ça a été un argument qui est utilisé pour Biden en disant, puisqu'il y a une internalisation du conflit, nous autorisons les frappes à longue distance. Il est pour l'instant extrêmement difficile de savoir s'il y a des milliers ou des centaines ou des dizaines de milliers de Nord-Coréens en Russie et où ils sont.
Je rappelle que les Ukrainiens ont fait circuler un certain nombre de vidéos et de podcasts, soi-disant en interceptant des discussions entre des généraux nord-coréens ou entre des Russes parlant des Nord-Coréens. Certaines ont d'ailleurs été diffusées avant la soi-disant arrivée des Nord-Coréens sur place. On a parlé de 2 000 à 3 000 hommes, puis de 10 à 12 000, puis de 50 000 ou de 100 000. Il y a là quelque chose de très troublant. Je n'ai aucun élément à apporter, mais on se demande s'il n'y a pas là aussi un montage ou une augmentation démesurée. D'abord, il faudrait rappeler que si c'était 10 à 12 000 hommes, ça ne représenterait que moins de 4% des effectifs de l'armée russe, donc ça ne va pas être un game changer, comme on a coutume de dire. Ensuite, il faut que ces combattants nord-coréens soient armés, équipés par les Russes. Ils ne comprennent pas bien les ordres, ils ne parlent pas le russe, donc il faut que les cadres et les ordres de combat leur soient donnés par des traducteurs. Donc tout ça est presque plus de difficultés que ça n'apporte d'opportunités. Et encore une fois, tant qu'ils sont sur le territoire russe, et qu'ils ne rentrent pas sur le territoire ukrainien, on ne peut pas au sens propre parler d'une internationalisation du conflit, puisque dans ce cas, on peut considérer que les Russes font appel à un de leurs alliés pour défendre leur territoire qui est agressé. Voilà, donc il y a beaucoup de zones troubles autour de ça. Probablement un certain nombre de Nord-Coréens sont sur place, mais effectivement, est-ce qu'on est dans les proportions qui sont évoquées par la presse? C'est aujourd'hui impossible de le dire. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant, Éric Denessé, cet aspect, parce que ça fait étrangement penser à la fabrication de fausses preuves, par exemple, qui a engagé les forces américaines, et anglaises d'ailleurs, britanniques, en Irak, avec les destructions, les armes de destruction massive, Colin Powell à l'Organisation des Nations Unies, ce qui s'est révélé être un faux, mais qui a été le prétexte à un emballement du conflit. Moi, je veux, s'il y a vraiment un problème de ce type avec les Nord-Coréens, j'aimerais savoir pourquoi avoir grossi de façon totalement artificielle les chiffres. Est-ce que ça ne présage pas de choses beaucoup plus lourdes à l'avenir ? Écoutez, je ne pense pas, parce que les Américains aujourd'hui ne sont pas engagés directement dans ce conflit, à part le fait que Biden ait annoncé aussi il y a une quinzaine de jours l'autorisation d'envoyer des sociétés militaires privées pour entretenir le matériel. Ils ne sont pas engagés directement. La réponse de Poutine ces derniers jours, ça a été de dire effectivement, nous considérons que à la fois le personnel technique qui permet les tirs d'attaque MS ou de Storm Shadow ou de missiles Scalp et les renseignements qui permettent de définir les cibles à atteindre sont, dans les deux cas, armés au sens humain du terme par des experts du renseignement occidentaux, donc ils considèrent qu'il y a une implication de plus en plus forte des Occidentaux derrière cela. Maintenant, on sait très bien que les Américains n'ont plus de missiles, ont des stocks de plus en plus réduits, qu'ils sont aujourd'hui très très vigilants sur ce qui se passe au Proche-Orient, que ce soit autour d'Israël, des Houthis et bien sûr de l'Iran, que la situation est également très tendue entre les deux Corées, mais aussi en mer de Chine. Donc le Pentagone est très réticent à un engagement. Alors, il y a peut-être une manœuvre pour faire durer la guerre et faire en sorte qu'elle coûte le plus cher possible à la Russie, pour essayer de savonner la planche au maximum à Donald Trump pour l'empêcher de faire une paix rapide. Et puis surtout, moi je crois que si manœuvre il y a, elle est de faire en sorte que les Européens continuent finalement ce conflit, parce que les Européens restent sous l'influence des néoconservateurs américains. Si vous regardez, la grande partie des gouvernements européens ont toujours eu un discours anti-Trump, et donc, bien que les néoconservateurs et les démocrates, sont presque les mêmes, soient en train de perdre le pouvoir pour 4 ans, ils conservent une forme d'influence sur les gouvernements européens, et ils font en sorte que ces gouvernements européens continuent la mission et l'opération qu'ils avaient lancée. Voilà, donc ça, à mon avis, c'est fait pour monter un petit peu la tension, en tout cas la maintenir. Et d'une certaine manière, je pense que l'ensemble des acteurs savent que Poutine n'est jamais dans la surréaction. Il monte d'un cran à chaque fois qu'on le provoque. Et donc, pour l'instant, je dirais, c'est de plus en plus sensible et critique, mais ça reste maîtrisable. Ça explique pourquoi Anthony Blinken serait venu, il y a une dizaine de jours, je crois, en Europe, peut-être pour donner un certain nombre de consignes avant la passation des pouvoirs. Est-ce que tout ça... Écoutez, oui, et la dernière chose qui me fait sourire, c'est qu'on reparle aujourd'hui en France, au ministère de la Défense, à l'état-major des armées, d'une planification pour l'envoi de troupes au sol. Alors c'est un serpent de mer, c'est bien la 3e fois. Ça revient suite à une demande des Estoniens, je crois.
on rentre toujours dans une logique qui est complètement délirante avec ces 3 États baltes dont, bien sûr, que l'histoire a montré qu'ils ont eu à souffrir Oui. à la fois de la Russie, de l'Union soviétique, mais 3 États qui représentent chacun moins une région française en termes de population, qui sont extrêmement bellicistes aussi, et ces gens-là nous entraînent doucement mais sûrement vers une poursuite de l'affrontement. Je termine sur un point parce que c'est un sujet qui n'a pas été évoqué en France, et il est sorti il y a, je crois, 3 jours, un article très intéressant d'une revue anglo-saxonne qui s'appelle Grey Zone, donc la zone grise, par des journalistes d'investigation qui ont mis en lumière la manière dont les Britanniques, aujourd'hui une cellule particulière réunissant des hommes du renseignement, des anciens du renseignement, des hommes des forces spéciales et des anciens des forces spéciales, avaient mis en place une cellule pour continuer la guerre. Et pousser tous les gouvernements occidentaux à le faire. Et il y a déjà quelque temps qu'on le dit, on voit que les Britanniques sont bien plus bellicistes encore que les Américains. Et c'est cette cellule qui finalement a véritablement mis la main sur Keir Starmer, le Premier ministre travailliste, quand il a été nommé, puisqu'on l'a vu épouser des thèses anti-russes, très militaristes, de manière quasi immédiate. Je crois qu'il faut rappeler que quand on s'enorgueillit en France de former une petite brigade Anne de Kiev, 3000 hommes, les Britanniques en sont, je crois, 70 ou 80 000 combattants ukrainiens formés sur leur sol, et que cette cellule est aujourd'hui extrêmement active pour planifier une guerre asymétrique qui durerait et continuer à s'en prendre à la Russie. Donc c'est presque plus inquiétant pour moi que le jeu autour des missiles qui, je le pense et je l'espère, devrait se calmer s'il n'éclate pas dans une espèce de pré-guerre mondiale. Mais alors, quelle est la position de la France par rapport à ça? On a utilisé des attaques MS, des Storm Shadow. Il y a il y a le frère jumeau qui est le Scalp. Et puis, on parlerait aussi, alors je ne sais pas si c'est une rumeur, Zelensky demanderait même des Tomahawks maintenant aux Américains. Je ne savais pas. Pour l'instant, la France est beaucoup dans les attitudes déclaratoires. Enfin, la France, oui. Emmanuel Macron et son entourage. Il a bien sûr considéré et déclaré que l'autorisation de tir donnée par Biden était une bonne chose. Bien sûr, il considère que la frappe sur Dnipro est une agression russe de la pire espèce. Bon, comme d'habitude, je vois pas quoi ajouter à cette politique erratique et irresponsable que tient l'hôte de l'Élysée et son entourage. Merci Éric Denessé. Je retourne vers vous, Laurent Arthur Duplessis. Je serai tout à fait à cette idée du calme de Poutine. La propagande ukraino-américaine ou otanienne rappelle très très souvent qu'à l'école d'espionnage du KGB en 1985, en 1900, c'était en 1965, je crois. Oui. Il avait été notifié qu'il était une tête brûlée, qu'il n'avait pas du tout conscience du danger et que ça le disqualifiait pour les postes importants dans le renseignement et que cette notation péjorative l'avait aiguillé sur une voie de garage où il avait végété en Allemagne de l'Est, dans des fonctions assez subalternes, disons, et assez mineures. Or, que voit-on? C'est que la tête brûlée Poutine a un sang-froid à toute épreuve et qu'il maîtrise le phénomène escalatoire avec beaucoup de méthodes et beaucoup de flegme. Et heureusement qu'il procède ainsi, parce que effectivement, les provocations instigées par l'État profond américain tombent relativement à plat, pourrait-on dire. S'il avait véritablement ce tempérament de tête brûlée que ses professeurs ont cru détecter, on n'en serait pas là. On en serait, je crois, à quelque chose de beaucoup plus grave. Et alors, je pense que de l'autre côté, du côté américain, il y a, face aux civils de l'État profond américain, qui sont des doctrinaires néoconservateurs imprégnés d'esprit messianique, il y a les militaires du Pentagone
qui, comme l'a dit Éric Dénessé, sont beaucoup plus tempérants que les civils. Et je crois qu'il y a 2 raisons à ça. D'abord, le fait que les militaires connaissent la guerre et savent à quel point elle peut être horrible. Et puis, la seconde raison, me semble-t-il, c'est que les militaires qui ont les mains dans le pétrin de la technique, si je puis dire, savent très 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 bien que les Russes ont acquis une avance considérable en matière de technologie de milices hyper véloces, notamment grâce à un principe scientifique découvert par un scientifique français, Jean-Pierre Petit, qui n'a pas intéressé apparemment les brillants ingénieurs de la DGA et autres, et qui a intéressé les Russes qui lisaient les articles qu'ils publiaient dans les publications scientifiques et qui l'ont contacté. Alors maintenant, les Américains mettent le paquet pour rattraper leur retard en matière de missiles hypervéloces, et ils ont compris. Seulement, ce retard ne peut pas se rattraper en quelques mois. Ça demande plusieurs années. Les Américains ont débloqué des fonds considérables dans la recherche et développement sur les hypervéloces, mais bon, ils courent derrière les Russes. Pour l'instant, ils ne les ont pas du tout rattrapés. Et je crois que ça joue un rôle énorme pour la tempérance des militaires du Pentagone, qui savent parfaitement bien que les 11 porte-avions américains pourraient être envoyés de par le fond par des tirs de milices hypervéloces russes en cas de choc frontal entre l'OTAN et la Russie. Et la vulnérabilité de ces mastodontes des mers que sont les porte-avions est de plus en plus un thème de réflexion dans les milieux militaires américains et autres, mais surtout américains, puisque le porte-avions est un élément central de la présence des États-Unis en tant qu'empire voilà. Sur l'ensemble. Et je dirais qu'en tant qu'empire, ils en ont besoin, puisque c'est une force de projection. Ils en ont besoin. Ils ne peuvent pas faire autrement que d'avoir des 11 porte-avions géants. Mais en même temps, le revers de la médaille, c'est que ces porte-avions géants sont de plus en plus vulnérables et de plus en plus difficiles à défendre et contre les missiles hypervéloces et contre les sous-marins aussi. Et les grandes manœuvres de l'OTAN montrent à quel point les sous-marins eux-mêmes peuvent serrer de près ces porte-avions sans qu'ils s'en rendent compte et seraient dans une guerre réelle en position de les couler. En tout cas, ça expliquerait pourquoi Vladimir Poutine disait, je crois encore hier ou aujourd'hui, que selon lui, le tir du missile Oreshnik avait été parfaitement compris 5 sur 5 par les Américains. Oui. On voit bien ce qu'il entend par là. Oui. Éric Dénessé, donc, est-ce que déjà vous validez ce que vient de dire Laurent Arthur Duplessis? Est-ce qu'on n'en a pas encore parlé, on pourrait envisager un proxy, après tout, puisque ce ne sont ni les Anglais ni les Américains qui ont tiré... Enfin, Poutine pose la question, d'ailleurs on pourrait y revenir là-dessus, de l'aide des Occidentaux. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer aussi qu'un proxy, cette fois-ci de la Russie, puisse demain frapper justement une base ou un porte-avions ou même une frégate, une simple frégate? Oui, mais ça a déjà été le cas. Et ce que dit Laurent Arthur Duplessis est vrai. Alors, j'ai juste non pas une contradiction, mais une mesure. Étant moi-même ancien officier de marine, c'est vrai que je suis contre ces grands porte-avions gigantesques que nous développons aujourd'hui, alors qu'on peut avoir des porte-aéronefs de 25 à 35, 40 000 tonnes qui font bien le travail. Mais on voit les marines réfléchir aussi, parce que l'enjeu, c'est les satellites de renseignement, parce qu'un missile, hypersonique, s'il n'est pas ciblé, bien sûr, son rôle ne lui permettra pas d'atteindre sa cible. Donc il y a tout un travail. Aujourd'hui, c'est en permanence la course entre la cuirasse et le bouclier. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que les Chinois, qui ont été les premiers à dire qu'ils seraient capables de détruire ces porte-avions américains s'ils venaient autour de Taïwan, continuent eux-mêmes à fabriquer des porte-avions de plus en plus gros parce qu'ils ont compris l'utilité. Donc,
C'est vrai que ce sont des bâtiments de plus en plus vulnérables, mais les réflexions autour de la manière de les déplacer, éventuellement de faire des contre-mesures, sont présentes. Alors, c'est pour ça que je dis c'est une toute petite nuance par rapport à ce que dit Laurent Arthur Duplessis, parce qu'effectivement, leur vulnérabilité ne cesse de s'accroître. Alors, l'histoire du proxy, oui, ça a déjà été le cas avec les outils, il faut le rappeler. Les Russes, pour l'instant, ne sont pas allés jusqu'à donner des missiles hypersoniques aux Houthis ou aux Iraniens, mais ça pourrait se produire. Et d'ailleurs, l'inquiétude des Américains concernant le porte-avions, elle n'est pas dans le cadre d'une guerre en Europe, elle est vraiment dans le cadre d'une guerre au Proche-Orient. D'ailleurs, un des porte-avions américains, je crois que c'est le Theodore Roosevelt, a dû quitter la mer Rouge parce qu'il a été touché, le pont a été endommagé par un tir de missile outil. Le Pentagone sait aussi très bien qu'il est au large de l'Iran aujourd'hui parce que personne n'écarte malgré tout une confrontation dans les mois qui viennent sur le Proche-Orient. Ils préféreraient l'éviter parce qu'ils savent que ce ne serait pas une victoire facile. Et nos contacts aux États-Unis nous disent qu'ils craignent une guerre de 2006. Je parle de la guerre israélo-libanais contre le Hezbollah en 2006, où les Israéliens pensaient gagner facilement et ont connu, non pas une défaite, mais l'enlisement. De grandes difficultés. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Je voudrais revenir également sur un autre événement qui est intéressant, parce qu'on parle de fake news ou de rumeurs, c'est celui de la rupture des câbles sous-marins en mer Baltique. Oui. Voilà. Il y a 2-3 jours qu'on nous parle de ça, et bien sûr, comme d'habitude, on accuse en premier la Russie, puis on accuse la Chine. Certains vont rappeler qu'il y a près de 200 câbles sous-marins qui sont sectionnés par an, par des ancres, par des mouvements tectoniques des fonds marins. Mais finalement, comme dans l'affaire de Nord Stream 2, on est déjà en train d'apporter la réponse. Et le plus drôle, c'est que quelques jours avant la rupture de ces 2 câbles, puisqu'il y a 2 câbles entre la Finlande et l'Allemagne qui ont été sectionnés, une nouvelle fois, un exercice anti-sous-marin de l'OTAN avait lieu dans la région. Donc, encore une fois, je ne jette la pierre à personne. Je ne sais pas si ce sont les Russes, si c'est une opération de l'OTAN, si c'est un accident, mais comme dans l'affaire de Nord Stream 2, où on se souvient très bien qu'il y avait un très très important exercice de guerre des mines à côté de l'île de Bornholm qui a permis, selon la version de Seymour Hersh, qui me semble être la bonne, d'installer de l'explosif et de faire sauter Nord Stream 2, alors qu'on est en train de faire monter la sauce autour de la rupture de ces câbles sous-marins. On découvre que bien sûr il y a un navire chinois et des navires russes dans la zone, mais qu'il y avait aussi un exercice de l'OTAN quelques jours auparavant. Donc là aussi, on est en droit de se demander est-ce qu'il n'y a pas une récupération. Voilà, tant qu'on ne sait pas, bien sûr, si ce ne sont pas les Russes qui ont fait ça, encore une fois, bien sûr, l'événement s'est produit juste après l'autorisation que Biden a donnée pour tirer les attaques MS. J'ai une question à poser à l'un et à l'autre sur la continuation éventuelle de la guerre après même le 20 janvier, qui serait une guerre asymétrique où les Européens continueraient à harceler et à causer des dommages à la Russie. Moi, question très simple. Quel est l'intérêt? Quel peut bien être l'intérêt des Européens à cela? Vous avez développé depuis des mois, Laurent Arthur Duplessis, avec d'autres, le fait qu'il y avait un intérêt des Américains au déclenchement de ces hostilités, poser une herse, disiez-vous, entre l'Europe de l'Ouest et puis l'Est du continent. Mais quel est l'intérêt des Européens, lui, d'agir ainsi et de poursuivre une guerre? Quels seraient les buts de guerre? Alors, il est vrai qu'on peut s'interroger sur le grain de folie qui habite les esprits de gens comme Emmanuel Macron pour la France, ou bien les dirigeants britanniques. Alors, pour les Britanniques, on peut s'interroger sur les liens qu'il peut y avoir avec la City qui concentre des intérêts financiers d'une oligarchie mondialiste, la City qui tient encore une place extrêmement importante sur l'échiquier financier mondial, à côté de New York. Et il y a cet esprit anti-russe très ancré dans ces milieux oligarchiques financiers. On voit tout à fait cette mentalité à la Soros qui consiste à vouloir étendre une démocratie à l'américaine à l'échelle du monde et qui considère que les Russes
sont des empêcheurs de tourner en rond et ce sont des obstacles essentiels liés à leur nature même, à leur histoire et à leur mentalité. Et donc, pour ce qui est de la Furia Britannica, pourrait-on dire, incarnée magnifiquement par Boris Johnson, dont on sait le rôle absolument désastreux qu'il a joué au début, en 2022, en allant voir Zelensky pour l'empêcher de signer avec les Russes. Et Zelensky doit bien s'en mordre les doigts maintenant tout de même, quand on voit le nombre d'estropiés qui parcourent les rues ukrainiennes, et quand on voit le désespoir grandissant de ce pauvre peuple ukrainien qui a de plus en plus conscience d'avoir été complètement manipulé par les Occidentaux. L'hiver va être difficile. Hein, l'hiver va être atroce, avec 80% de l'énergie électrique détruite, etc. Et en fait, pour ce qui est des Britanniques, donc, il y a cette espèce de continuité historique depuis l'époque des frères Pitt face à Napoléon, qui ne voulait pas de puissance émergente sur le continent, jusqu'à nos jours où les Britanniques ne veulent pas de Russie puissante sur le continent et à l'unisson de Brzezinski sont allergiques à l'idée qu'une synergie puisse s'établir entre 500 millions d'Européens de l'Ouest à haut coefficient de capital et de savoir-faire et 17 millions de kilomètres carrés de territoire russe bourré de matières premières. Il y aurait là un ensemble surplombant qui projetterait le monde anglo-saxon à l'arrière de la scène économique et financière mondiale. Donc là, les Britanniques emboîtent le pas des Américains facilement. Les Allemands, alors eux, ils sont tellement intoxiqués, obsédés par leur complexe d'infériorité, de culpabilité à cause du nazisme, que jusque-là, ils n'ont trop osé rien dire. Ils commencent maintenant à relever la tête, notamment à cause des résultats de l'AfD aux dernières élections et de la déroute annoncée pour Olaf Scholz, donc, qui a commencé véritablement à prendre des positions nouvelles. Pour les élections de l'année prochaine. Voilà. Sinon, bien sûr, la Pologne a un passé historique, évidemment, un contentieux historique avec la Russie, on peut les comprendre, les Polonais, disons, de même que les Baltes. Bon. Mais pour ce qui est de la France, alors là, on est dans la stupidité ou la schizophrénie, l'autisme, enfin, je ne sais trop comment qualifier ça, parce que là, c'est totalement absurde. Et je crois qu'on peut attribuer l'entrain du président Macron aussi au besoin d'exister. Il est tellement dévasté en politique intérieure qu'il a besoin de se donner du relief en politique étrangère en jouant le grand défenseur des libertés, entre guillemets. Et d'ailleurs, j'observe qu'il y a une sorte de psychose churchillienne, si je puis dire. On la voit très bien chez Johnson, qui a écrit un livre sur Churchill. On la voit chez Macron. Voilà que ces dirigeants-là, qui sont effectivement habités par l'image de Churchill, le défenseur des démocraties, celui qui a résisté seul face aux Allemands avant que les Américains entrent dans le jeu, et les Russes puis les Américains, eh bien, ils veulent tous se camper en héros churchilliens. À bon compte, évidemment, puisqu'ils sont dans la chaleur et le confort de leur palais présidentiel ou de Premier ministre. Et il y a aussi ce syndrome churchillien. On veut être une grande figure héroïque devant l'histoire. Alors, c'est un ensemble de facteurs irrationnels qui jouent là et qui sont fascinants parce que finalement, les Américains, par contraste, sont beaucoup plus rationnels. Oui. Les Américains, ils sortent gagnants de tout ça. Les Américains, ils effondrent l'industrie européenne coupée du gaz russe. Mmh. Les Américains, ils gavent les pays d'Europe de F-35 et autres matériels sortis de leurs usines. Et eux, finalement, c'est les grands gagnants.
Merci Laurent Arthur Duplessis. Éric Denessé, quelle est, vous, votre analyse de l'éventuelle rationalité des Européens à continuer demain cette guerre? Moi, j'y vois 3 ou 4 raisons. Je dirais l'aveuglement, la soumission, la volonté d'exister et les intérêts. Les intérêts d'abord, je crois qu'il ne faut pas oublier, et ils sont de 2 natures. De plus en plus d'entreprises françaises d'armement font du business avec l'Ukraine. Y compris en France, parce que nous vendons des matériels à l'Ukraine, nous vendons bien sûr on se débarrasse de vieux stocks, mais sur les Caesar, sur les munitions, sur un certain nombre de choses, il y a de vraies affaires qui se font, et il y a un certain nombre d'usines qui sont créées en Ukraine pour produire localement de l'armement pour l'armée ukrainienne. Donc ça, ce sont des intérêts industriels qui fait que tant que la guerre dure, c'est assez positif, et ça permet aussi indirectement, enfin même très directement, de relancer un peu nos productions, et ça permet de vendre des canons, Caesar et autres un peu partout en Europe. Donc je dirais c'est le seul secteur économique qui tire parti de ce conflit, parce qu'on voit bien que les sanctions ont mis à genoux toute l'économie européenne. Les intérêts personnels, ensuite, on sait qu'à l'occasion de chaque conflit de cette nature, beaucoup de masses d'argent liquide circulent, et notamment les Américains ont diffusé beaucoup d'argent en espèces sonnantes et trébuchantes, comme ils l'avaient fait à Kaboul, comme ils l'avaient fait à Bagdad, pour payer des seigneurs de la guerre, des combattants. Bon, on sait que de l'argent circule, donc on sait que Zelensky est corrompu au dernier degré, mais je pense que ça ruisselle d'une façon ou d'une autre sur un certain nombre d'acteurs politiques du monde européen. La soumission, l'aveuglement ensuite, parce que je suis convaincu que ces élites ont le sentiment de défendre des valeurs démocratiques et occidentales, et ont la conviction de défendre le droit, ce qui est bien sûr totalement contre nature, parce qu'on ne les a jamais vus critiquer l'invasion illégale des États-Unis de 2003 en Irak, on ne les voit pas critiquer l'occupation de Chypre par l'armée turque, ni l'occupation de la Syrie, le nord de la Syrie par les Turcs, ni par les Américains. Donc on est vraiment dans du délire complet. Et puis il y a une forme de soumission aux néoconservateurs américains, parce que aujourd'hui l'Europe est de moins en moins indépendante, et quand même nos dirigeants sont malgré tout tenus de faire le jeu de ceux qui les financent. C'est malheureusement frappant dans le cadre de l'Italie, qui est un pays ami et proche de la France, mais dont les élites finalement ne font qu'obéir aux États-Unis. Puis il y a un acteur un peu particulier, qui est la Grande-Bretagne, que l'on évoquait à l'instant, et pour les Britanniques, ce conflit, c'est une des dernières façons de continuer à exister en tant que puissance internationale. Et donc c'est une des manières pour eux de justifier à la fois leur place au Conseil de sécurité de l'ONU, de montrer qu'ils jouent encore un rôle, de ralentir le déclin politique et diplomatique qui est leur, quand on voit l'état de délabrement de leur armée. C'est encore pire qu'en France. Voilà, continuer de jouer un rôle, c'est vraiment une des objectifs des élites britanniques qui aiment jouer à la guerre comme on le sait très bien. Voilà. Après la France est assez insignifiante. Les Allemands, Laurent Arthur Duplessis disait très bien, ont cette attitude de culpabilité, mais il ne faut pas oublier que les Allemands sont très engagés sur le conflit proche-oriental. Hein, c'est le premier soutien européen à Israël dans la politique dans l'action militaire qui est conduite à Gaza et au Sud-Liban. Et je rappelle qu'il y a, je crois, 2 ou 3 semaines de ça, une des frégates allemandes qui est au large des côtes israéliennes a abattu des drones du Hezbollah. Donc voilà, les Allemands freinent un petit peu sur l'Ukraine, parce que d'abord ils sont plus proches des frontières de la Russie et des zones de tir que ne le sont les Français et les Britanniques. Mais d'un autre côté, leur culpabilité, et à juste titre, les amène à s'engager davantage côté israélien, où ils soutiennent à 100% la politique de Netanyahou. Nous avons le colonel Alain Corvèze qui vient d'arriver dans le studio. Je propose que nous prenions 30 secondes de respiration avec une petite annonce, et nous revenons tout de suite après. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie.
C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.